Maintenant, j'aimerais enlever ça. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un projet qui est IVC. Donc, je vais vous épargner l'acronyme de ce que veut dire IVC parce qu'en plus, c'est en italien. Et donc, il va porter sur, il va essentiellement être la présentation du système de preuves partagées. Je vais vous présenter. Et après, est-ce que vous avez à me dire éventuellement sur l'idée, sur les modalités, enfin. Donc, qu'est-ce que c'est que le projet? Donc, en fait, c'est un projet qui porte essentiellement sur la formation et l'emploi. D'où les invitations de France Travail, de Mission Locale, de Cap Emploi, de tous les acteurs principaux, si je puis dire, qui interviennent dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on veut lutter contre les difficultés de recrutement que nous connaissons, à des niveaux différents, mais que nous connaissons, à ce moment-là, une façon d'y remédier serait de favoriser la mobilité. La mobilité, que ce soit au sein d'un même État ou entre des États qui sont proches. Donc ici, dans des logiques transfrontalières. Donc en fait, quoi le projet? Donc pour lever les obstacles juridiques et administratifs qui entravent la mobilité entre les travailleurs français et les travailleurs italiens, parce qu'en fait, le projet IVC met en relation différents partenaires du pourtour méditerranéen que sont la Ligurie, la Sardaigne, PACA et la Corse. Et donc nous. Et effectivement, donc les conditions de sa réussite, c'est que ces partenaires-là coopèrent efficacement entre eux, sinon ça va rester des lettres pieuses. Et bien évidemment, créer un cadre commun pour une reconnaissance des compétences. C'est là-dessus que va porter essentiellement le système de preuves partagées. Puisqu'en fait, quand je vais travailler à l'étranger, lorsque quelqu'un vient travailler en France, ce que l'on va apprécier, c'est son expérience et son niveau de formation. Eh bien, expérience, qui dit expérience et qui dit niveau de formation, dit forcément gestion de compétences. Alors, donc les objectifs, effectivement, ils sont au nombre de 3. On verra qu'ils sont de nature différente et impliquant des niveaux de mobilisation différents. Mais pour le premier, donc, on va essayer de développer un système commun et transfrontalier de certification des compétences formelles, non formelles et transversales, afin de faciliter la mobilité des travailleurs sur le marché de l'emploi des zones transfrontalières, où je vous rappelle, France, Italie, majoritairement. Alors, pour mémoire, les compétences formelles, les compétences que j'apprends, dans l'école, dans un CFA, dans une université, les compétences informelles, parce que heureusement, et grâce à Dieu, on n'est pas obligé d'aller à l'école, à l'université, dans un CFA pour apprendre. On apprend tout au long de notre vie, et ça c'est pas pour le slogan de la formation professionnelle, mais c'est parce que c'est la vérité, c'est-à-dire que demain, on est dehors, il nous arrive quelque chose, et on apprend quelque chose, donc c'est ce qu'on peut appeler les compétences informelles, parce qu'elles n'ont pas fait l'objet, c'est d'une homologation, etc., mais on a appris quelque chose quand même. Et ensuite, les fonctions et compétences transversales, on a dit qu'elles transversent, je ne rappelle pas. Bien évidemment, le deuxième objectif, c'est d'encourager la coopération entre les partenaires français et italiens afin de surmonter les obstacles juridiques et administratifs, puisqu'il y en a. Évident. Nous sommes dans un État français, nos collègues sont dans des États italiens, avec une propre réglementation, des codes du travail qui sont les leurs, la réglementation qui est la leur. Donc l'idée, ça va être que si on veut optimiser les chances de mobilité, quel que soit le sens, bien, il faut effectivement qu'on essaye de s'attaquer aussi à ces problématiques-là. Mais vous voyez que là déjà, c'est pas vraiment à mon niveau, enfin c'est pas du tout à mon niveau même, et on va essayer d'aller au-delà pour faire en sorte que ce sur quoi on est en train de réfléchir puisse s'inscrire dans le temps et dans les états. Et les qualifications, ce ne sont pas les mêmes non plus. Alors, effectivement, on va y venir. C'est toute la difficulté. Et effectivement, le but étant, bien évidemment, de renforcer l'intégration des compétences qui auront été certifiées, on va voir comment, dans les cadres nationaux et régionaux, puisque si je ne me trompe pas, mais ça Véronique aurait pu me corriger éventuellement, en Italie, ils ont leur propre système de règlement. Enfin, ils ont des cadres qui leur sont propres selon les régions. Donc nous c'est pas le cas. Tout arrive, je dirais, des législations, des décisions qui peuvent être prises
nos parlementaires, et à partir de là, on met en œuvre. Dans certains États, et je crois que c'est le cas en Italie, eh bien, il y a des possibilités de jouer sur certains dispositifs. Donc, il va falloir réfléchir à tout ça, mais je dis bien ça sous le contrôle de Véronique, donc en mettant en œuvre des stratégies appropriées pour la reconnaissance mutuelle des qualifications. Donc voilà, l'idée, c'est de dire comment faire finalement pour que finalement un Français puisse aller travailler le plus simplement qu'il soit dans un pays italien, dans un pourtour méditerranéen, et inversement, de manière à ce que tous les obstacles soient levés, le plus simple et le plus efficace possible. Alors, comment on va y arriver? Justement par le développement d'un système commun de preuves. C'est la création d'un cadre commun pour analyser les compétences, comme on l'a dit, informelles, non formelles et transversales, afin de faciliter la certification au niveau transfrontalier. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais me faire certifier mes compétences, mais je vais quand même obtenir un diplôme, en tout cas quelque chose, qui va me permettre de dire, oui, effectivement, cette compétence, je l'ai bien, que je sois en Italie ou que je sois en France, c'est bien parce qu'on m'aura validé cette compétence-là que je peux venir travailler au regard du poste que vous cherchez à pourvoir et qui me demande d'avoir ces compétences. D'accord? Et puis, effectivement, une stratégie transfrontalière conjointe, de manière à ce qu'effectivement, on puisse travailler dans la durée avec nos partenaires méditerranéens. Alors, les résultats attendus, c'est une amélioration de la mobilité transfrontalière. Je ne vais pas dire que c'est le cœur du projet, puisqu'effectivement, on est là, tout va tourner autour de cette capacité que l'on a ou que l'on n'a pas, et des difficultés qui font qu'on peut facilement ou pas aller d'un État à l'autre du pourtour méditerranéen, renforcer la coopération avec les 4 membres que je vous ai cités des summites, qui existent déjà depuis quelques années et qui font que peut-être, avec le temps, avec la relation humaine, ça facilite aussi les choses, mais on ne va pas non plus rester effectivement à notre niveau, puisqu'il faudra une harmonisation des cadres de compétences, notamment des systèmes de validation des territoires qui sont concernés, et effectivement un effet durable sur les politiques publiques, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous, on aura beau mettre en place tous les systèmes que l'on veut, aussi beaux soient-ils, on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut. Si à un moment donné, ça bloque au niveau de la législation, soit de l'État français ou de l'État italien, ça risque de rester lettre morte, parce que ça ne pourra pas être mis en œuvre officiellement. Bien évidemment, tout l'intérêt de ce système-là, c'est qu'à un moment donné, je puisse certifier quelque chose avec un document qui a de la valeur. Si moi, je vous dis, oui, j'ai des compétences pour être architecte, si je vous dis, oui, je vous le dis. Par contre, si j'ai un document qui va vous apporter la compétence, c'est ça le cœur du problème et c'est l'objectif final. Alors, du coup, effectivement, il a fallu réfléchir à un système de preuves partagées. Partagées entre qui? Entre tous les États coopérants, entre la Ligurie, la Sardaigne, la région PACA et nous. Alors, ce système-là, c'est ce que je vais vous présenter, mais juste avant de vous le développer, il a été notamment travaillé par 2 structures, une structure italienne, Alpha, qui est un organisme de formation, et l'AFPA, qui est le partenaire de la région PACA, par un ingénieur en formation. Donc, ce que vous allez voir, c'est pas moi qui l'ai fait, ça a été fait entre l'AFPA, Nice et l'Alpha, un organisme de formation, et ensuite, ça nous a été restitué. D'accord? Donc, le système de preuves partagées, c'est quelque chose, pour y arriver, arriver à le créer, on a dû aller passer par parce que moi, c'est pas moi qui ai créé ce document-là, ils ont dû passer par 6 étapes. La première a été de surmonter les difficultés qui existaient inhérentes à chacun des États. C'est-à-dire que chaque pays avait son propre système de validation. Donc déjà, c'est compliqué de partager quelque chose qui n'est pas commun. Deuxième difficulté, chacun avait une reconnaissance qui était propre, là aussi, à son pays. Et pour finir, chacun avait son propre référentiel. Donc à partir de là, à ce moment-là, ça voulait dire que chacun ne pouvait travailler
que dans le sens en silo. Alors que ce que nous voulions, c'était travailler de manière transversale et conjointe. Donc, il a fallu dans un premier temps, ils ont dû dans un premier temps surmonter cette première difficulté. Comment ils ont réussi? Ils ont cherché à identifier les compétences transversales, d'où la notion formelle, informelle et transversale de tout à l'heure, en travaillant sur 3 référentiels. Pourtant, vous allez me dire, bah, on n'est que 2. Il y a l'Italie et la France. Si on regarde les 4 partenaires, il y a que 2 États là. Eh bien, je vous en parle de 3. Eh bien, parce qu'en fait, ils ont pris en compte 3 référentiels. Le référentiel européen, qui est le RECTEC, le français, que nous connaissons, et l'italien, que nous ne connaissons pas, mais qui pour nous n'est pas dramatique, parce qu'effectivement, ils ont, eux, Fabrice et notre collègue italienne, ont travaillé dessus pour rechercher quelles étaient les compétences transversales qui étaient communes à ces 3 référentiels. Et en fait, on s'est arrêté parce que, j'ai oublié de vous dire, nous sommes sur une expérimentation. Donc, il ne sert à rien de partir sur 15, 20, 25 compétences, parce que ça va complexifier les choses. Autant partir sur peu de compétences pour vérifier si ça fonctionne bien. À partir du moment où ça fonctionne bien sur 4, 5 ou 6, eh bien, on pourra imaginer à transposer ce modèle sur l'ensemble des compétences. Donc, on est parti sur les 6 compétences que vous voyez affichées. Je vous les redis, développer ses savoirs et ses modes d'apprentissage pour le RECTEC, donc pour le référentiel européen, communiquer à l'oral, communiquer à l'écrit, travailler en équipe, gérer des informations, organiser son activité et utiliser les ressources numériques. Ça, c'est sur l'européen. L'intérêt, c'est comment est-ce que c'est transposé dans les autres référentiels. Donc, où est l'équivalent de ces compétences-là? Alors, dans le répertoire italien, vous voyez dans chacune des lignes comment ils sont transposés. Donc, développer ses savoirs et ses modes d'apprentissage. Pour l'italien, c'est pouvoir apprendre, c'est une ligne. Et pour nous, français, c'est apprendre en continu. On est bien dans cette notion d'apprentissage. C'est les mots qui changent, mais le contenu est le même. Le descriptif s'y apparente. Deuxième compétence, communiquer à l'oral, communiquer à l'écrit. Savoir communiquer pour l'italien, communiquer pour le français. OK? Travailler en équipe pour l'italien, capacité à collaborer, à travailler en équipe. Pour le français, travailler, coopérer au sein d'un collectif. Donc, la notion de groupe, d'équipe. Gérer des informations, être capable d'identifier les liens et les relations, avoir une sorte de pensée critique. Pour les Français, traiter les informations. Voilà ce qui pourrait s'y apparenter. Organiser son activité. Pour l'italien, ça va être capable d'organiser ses activités et de gérer son temps. Pour les Français, organiser ses actions. Donc, on est bien toujours, encore une fois, dans une notion d'organisation. Et la dernière, expérimentale, utiliser les ressources numériques, être capable de communiquer et de collaborer avec des contextes numériques dans le répertoire italien. Dans le répertoire français, ça donne mobiliser les environnements numériques. Vous voyez, on est sur des phrases qui sont différentes, mais néanmoins, les idées sont les mêmes. On ne va pas chercher ailleurs, et c'est là-dessus qu'on va travailler expérimentalement. Donc, on était sur l'identification des compétences communes. Ensuite, il a fallu, une fois qu'on avait ces compétences, confirmer la correspondance des compétences sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le descriptif. En gros, de quoi je parle. Parce que si on veut partager quelque chose, il faut qu'on comprenne ce que je dis, mais aussi qu'on le partage, qu'on ait quelque chose de commun. Sinon, je ne peux pas partager. Donc, on va dire où est ce descriptif commun. La 4e étape, c'était de décliner ces compétences, enfin, ces fameuses 6, chacune d'entre elles, en des niveaux de gradation. Donc, il y en a 4, du moins au plus. Pourquoi aux 4 niveaux? Parce qu'en fait, on est sur des compétences, on est sur des emplois à occuper, et par conséquent, on sait que chaque compétence, selon l'emploi, est plus ou moins nécessaire selon l'emploi occupé. Si je suis sur mon tracteur, je regarde dehors, je vois l'air, je pense à l'agriculture, si je suis dehors sur un tracteur, mes compétences en termes de communication, qui est une des 6 compétences transversales que l'on a définies, vont
très certainement être moins demandé, moins sollicité que si je travaille d'agent d'accueil ou hôtesse d'accueil à la chambre de commerce. Où là, on peut quand même penser que ce qui va relever la qualité de l'accueil, de la communication, va quand même être beaucoup plus important. Donc, on est sur ces réflexions-là. Le 5e niveau, eh bien, c'est à ce moment-là, on est bien dans une logique de mobilité, de recherche d'emploi. À ce moment-là, c'est de dire, mais oui, mais finalement, cette compétence-là, qui est sur un de ces 4 niveaux, comment est-ce qu'on en a besoin dans l'emploi pour lequel j'aimerais bien postuler? Est-ce qu'il va être au niveau 1? Est-ce que la compétence de niveau 1, j'en ai besoin au niveau 1 ou j'en ai besoin au niveau 4 pour l'emploi X en question? Et le dernier point que sur lequel je vais revenir après, c'est effectivement de déterminer la mobilisation des compétences. C'est ce que je disais, on n'en a pas du tout besoin, ou au contraire, si, on en a besoin plus, et le niveau de maîtrise. Est-ce que je maîtrise plutôt faiblement, ou au contraire, très fortement, la compétence qui est requise pour être, à un moment donné, pouvoir programmer une vision, par exemple, lequel on a vu, quel exemple qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, on est sur ce schéma-là. Donc, ça peut donner, ce que vous allez voir, et qu'on va commenter parce que la slide est bien fournie, mais je voulais que vous ayez la vision totale de ce que je viens de vous présenter de manière séquencée. C'est que du coup, voilà à quoi pourrait éventuellement ressembler un système de preuves partagées. J'ai pris un exemple qui est la compétence 3 sur les 6, on avait vu tout à l'heure, et je les ai mises en relation avec les 2 fameux référentiels, l'européen et le français. Pour la compétence 3, c'est ce qu'on avait vu, souvenez-vous, travailler en équipe, travailler et coopérer au sein d'un collectif pour les Français. Le premier niveau, vous vous souvenez, c'était le descriptif. Dites-moi de quoi vous me parlez. Quel est votre contenu? Donc, pour l'européen, on va dire attitude avec les autres en vue de travailler ensemble et s'intégrer un groupe, contribuer, se coordonner. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, vous avez vu en dessous, il y a des etc. Je ne vous les ai pas tous mis de manière à ce que vous compreniez la philosophie et de manière à ce qu'il n'y ait pas un PowerPoint que l'on puisse voir de manière synthétique sur une seule page. Et en fait, le descriptif, il va y avoir d'autres éléments. Par exemple, je suis sur le descriptif du RECTEC, il va me dire attitude avec les autres en vue de travailler ensemble, premier descriptif de la compétence, possibilité de remettre en question ses points de vue et de les élargir à travers l'apport des pairs, donc on échange, je suis d'accord, pas d'accord, etc. 3e niveau, compréhension de l'intérêt du travail collectif pour soi, pour son projet, pour le travail d'équipe et son efficacité. Donc vous voyez que ce descriptif, c'est pas qu'une seule, en tout cas dans cette compétence-là, c'est pas qu'une seule ligne. Moi, j'ai mis volontairement une seule ligne pour ne pas trop encombrer la slide. Si on est sur le répertoire français, notre descriptif, il est effectivement sur la première ligne, s'intégrer à un groupe comme vous voyez écrit, mais il y a aussi, ça s'arrête tout, atteindre un même objectif, lors de la mobilisation de cette compétence, en présentiel ou à distance, la personne prend en compte l'activité des autres membres du groupe et l'impact de ses propres actions sur l'activité des autres. Un groupe est constitué d'au moins 2 personnes du même équipe ou non. Voilà le descriptif. Donc, vous voyez qu'on essaye de préciser ce que c'est que travailler en équipe. D'accord? Ensuite, on est au niveau d'appréciation des compétences, la fameuse gradation que je vous disais de 1 à 4. Là aussi, les 4 niveaux ne sont pas les mêmes que l'on soit dans le répertoire européen ou dans le répertoire français. Je vous ai donné les 2 premiers. Donc, il y en a 4 en tout. Si je prends le 3 pour l'européen, c'est réfléchir, produire ensemble et se coordonner avec les différents acteurs internes ou externes. Si je prends le 3 ah pardon, ça c'était le français, pardon. Réfléchir, produire ensemble et se coordonner avec différents acteurs internes et externes. C'est le niveau 3 de la compétence. Si je prends le niveau 3 de satisfaction du programme européen, du référentiel européen, fait des propositions et prend en compte les avis des membres ou groupes de l'équipe ou du groupe. Donc, à chaque fois, j'ai son pendant
dans le référentiel français. Ensuite, là, par contre, vous avez vu qu'ici, jusqu'à présent, c'était partagé. Il y avait deux colonnes, l'européen et le français. Et maintenant, on n'en a plus qu'une. Parce que là, on est sur l'évaluation du candidat, sur des compétences qui auront été partagées, sur lesquelles on va chercher la même chose. Donc, c'est pour ça que vous n'avez plus qu'une seule ligne à ce niveau-là, avec 4 niveaux de mobilisation. Que l'on soit sur le répertoire européen, que l'on soit sur le répertoire italien, que l'on soit sur le répertoire français, on va chercher, premier niveau, connaître et appliquer les règles de vie en société, politesse, etc., etc. Extrêmement important. On voit quelquefois le jour, des gens qui rentrent, pas bonjour. Et bien, comment allez-vous? Bonjour. Donc, voilà. Premier niveau, c'est celui-là. Deuxième niveau, adopter les règles de vie en société. Identifier son rôle et sa fonction. Deuxième niveau. Troisième niveau de mobilisation, adopter les règles de vie en société. Vous voyez, à chaque fois, vous avez celui qui vient avant et vous en avez qui se rajoute. C'est normal. Qui peut le plus, peut le moins. Je ne peux pas être au 4 si je n'ai pas au moins les 3 premiers éléments. Par contre, si je suis au 1, je n'ai pas forcément les 4. Okay, donc, on est bien sur de l'intégration progressive et vers un niveau de maturité supérieur de niveau en niveau. D'accord? Bon, je ne vous les lis pas tous, c'est plus le mécanisme qui est intéressant pour bien maîtriser. Ensuite, là, on est toujours sur ce fameux partage de compétences. Maintenant, on a dit la mobilité, ça sert à partir travailler à l'étranger ou de l'étranger en France. Donc, on va demander quel est le niveau de maîtrise de la compétence exprimé par le candidat sur un de ces 4 niveaux. Donc, dans l'exemple que je viens de vous donner, arbitrairement, j'ai mis, il a le niveau 2 de mobilisation. C'est-à-dire qu'il sait, il connaît les règles de vie en société, quand il rentre, il dit, c'est déjà pas mal, hein. Il identifie son rôle, il sait ce qu'il a à faire, il sait où il doit s'arrêter. Il est bien dans un rôle avec qui fait quoi. Il fait que, tout le monde fasse tout et n'importe quoi, et que personne ne comprenne rien. Il participe au travail de groupe, il apporte ses idées, il donne son avis, il échange, et il entraîne aussi, il s'entraîne, si besoin, c'est-à-dire qu'il a analysé que quelqu'un avait une difficulté et il va venir apporter sa contribution. Donc, il est à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que j'ai évalué du candidat. Maintenant, il faut effectivement que je sache quel est le niveau de mobilisation de la compétence attendue dans l'emploi. C'est-à-dire, en fait, sur cet emploi-là, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, ou au contraire un niveau 4, de manière à ce que je puisse matcher la compétence que j'ai de la compétence qui est attendue. Et effectivement, plus j'aurai un matching qui sera et plus je pourrai penser que finalement, en tout cas, les compétences, il les a. Donc là, dans l'exemple arbitraire, encore une fois, génial, il avait la compétence qui était attendue dans ce. Et on est dans une démarche assez classique de gestion des emplois et gestion de compétences. Hein. La difficulté, elle n'est pas tellement là, elle n'est pas tellement là, elle est plutôt dans le matching, dans la capacité à mixer les compétences et à trouver des compétences communes, le lien entre eux. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Et on peut aller plus loin avec ce système-là, qui est de dire, finalement, on a besoin de la compétence 2. Génial, Montagna a la compétence 2. Parfait. Par contre, dans le poste qu'elle vise, pour partir travailler à Cagliari, par exemple. Parce qu'en fait, c'est dans l'emploi visé, cette compétence 2, est-ce qu'elle est plutôt rare? Ça me sert pas grand-chose, j'ai beau la voir, mais ça va pas m'aider. Ou est-ce qu'au contraire, elle est plutôt fréquente? Et plus effectivement la compétence que j'ai et qui est attendue est fortement sollicitée, là aussi, plus ma candidature va être intéressante. D'accord? Et de même, importance de la maîtrise de la compétence. C'est-à-dire, en fait, est-ce que je veux plutôt un expert? C'est un peu ce niveau-là. Est-ce que je cherche de l'expertise ou est-ce que je cherche quelqu'un en débutant, ce qu'on appelle les juniors, les seniors, on est plus sur des postes de consultant. Donc, vous voyez qu'on a, une fois qu'on a déterminé ce système partagé, il faudra déterminer quel est le niveau de compétence qui est attendu chez le candidat, quel est le niveau de compétence détenu par le candidat,
à quel niveau à quel niveau cette compétence-là doit être mobilisée dans le poste à pourvoir. Et effectivement, quel est le degré de maîtrise? Est-ce que je suis plutôt sur le débutant ou est-ce que je suis plutôt sur l'expert? Donc, ce sont ces 4 critères qu'il va falloir aussi à un moment donné mouliner pour dire finalement, oui, banco, c'est bien lui ou c'est bien elle qui pourrait faire l'affaire pour une poste. Donc, vous avez ici, en fait, je dirais, la structure du système tel qu'il pourrait se mettre en place pour atteindre l'objectif qui est la mobilité transfrontalière. C'est ça l'objectif. Une fois qu'on a le système, il faut comment on va le mettre en œuvre. C'est quelle est la méthode, comment est-ce qu'on va y arriver. Alors là, je vais finir en vous présentant le processus. Sous toute réserve, parce que je vous l'ai dit, c'est un projet européen. On est en train de le peaufiner. Donc là, mon rôle aujourd'hui est juste de vous le présenter, voir ce que vous en pensez, de recueillir votre avis. On n'est pas encore dans la phase opérationnelle. On est plus dans la phase de construction d'accord critique en vue d'amélioration nécessaire si besoin. Donc, très concrètement, je suis candidate. D'accord? Parce que j'ai vu un poste, encore une fois, en Sardaigne. À ce moment-là, j'ai la volonté de reconnaître les compétences que je mets en œuvre. Je n'ai pas forcément le diplôme, mais je veux le reconnaître. À ce moment-là, je vais solliciter une entité qui va être habilitée. De manière générale, ces entités qui sont habilitées sont des entités qui travaillent de près ou de loin, avec les personnes en situation de recherche d'emploi. Ou des situations de recherche d'emploi, soit parce que je suis demandeur d'emploi, soit parce que je suis salarié en reconversion. Et là, j'ai un projet, ou parce que je suis un jeune avec une volonté d'orientation. Donc, en fait, des structures qui interviennent dans le domaine de ce qui va relever de la gestion des compétences, au sens très large, et de l'emploi. Tous les partenaires, Mission Locale, Cap Emploi, France Travail, nous avons sollicité. À partir de ce moment-là, il y a un processus qu'on va finaliser et arrêter dans nos prochaines réunions, qui va être de dire, bien, ok, Montagna, vous voulez postuler sur ce poste-là, apportez-nous la preuve que vous avez bien les compétences qui sont demandées sur ces postes-là. Bon, pas qu'à nos beaux yeux. Si tant est que ce soit vrai. Donc, je vais donc devoir déposer les preuves et créer un fameux dossier. Donc, à partir de là, je vais présenter mon expérience. On est un peu, j'imagine que ça vous parle déjà depuis un certain temps, on est sur un système qui est assez proche de la VAE chez nous. On n'est pas... Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on va dire? Ça nous semble plutôt simple. Enfin, oui, parce qu'on l'a expérimenté, malheureusement, pas avec beaucoup de succès, puisque la VAE n'a malheureusement pas beaucoup de succès en France, mais il faut se dire qu'en Italie, eh bien, c'est quelque chose pour certaines régions qui est nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. Donc, il faut qu'ils intègrent ce mécanisme-là, et notamment le mécanisme des preuves, que nous avons déjà quand on est dans une logique de certification. Donc là aussi, on ne part pas tout à fait au même niveau. Certains ont un petit peu d'avance, si je puis dire. Et on peut en faire profiter ceux qui n'ont pas eu cette expérience-là. Et c'est tant mieux. Par contre, ce qui habilite chez nous, c'est les certificateurs. Alors que là... Alors, c'est là où on va après arriver à l'open batch. Parce qu'en fait, la certification, ça va être ça. Ça va être ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a des entités qui sont habilitées. N'importe qui ne pourra pas être habilité à pouvoir, à un moment donné, par contre, ils vont lancer la procédure. Ils vont gérer la procédure. Donc, effectivement, je vais présenter mon expérience via un questionnaire ou un entretien. Pour l'instant, pas encore. Un questionnaire, bien, ça sera via une plateforme. Encore une fois, on est dans une démarche transfrontalière. Donc, on va pas se déplacer. Bon, ça, je l'avoue que je ne sais pas encore. On va devoir, une fois que j'ai dit OK, ça m'intéresse, je crée mon dossier, etc. Je fais le dépôt de preuves. Et c'est là où on voit le lien aussi parallèle avec la démarche de la VAE. D'accord? Je vais déposer des preuves. Ces preuves, elles peuvent être de pleine nature. Ça peut être une attestation. Ça peut être des photos.
ça peut être une vidéo, ça peut être, c'est pas la preuve, c'est quelque chose de très général, mais qui aura été clairement identifié. Ça ne peut être non plus n'importe quoi, mais ça peut être quelque chose qui va pouvoir attester qu'effectivement, ce que je vous dis, c'est bien vrai. Donc, ça va être, par exemple, la référence d'un employeur. Par exemple, ça peut être une vidéo que j'ai faite. On m'a demandé de faire un film et j'ai monté un film. C'est un lien avec les compétences à ce niveau-là. Je trouve que j'ai filmé un événement que j'ai moi-même organisé parce que je suis bénévole. Bon, j'ai fait le film. Voilà mon preuve. Vous voyez, c'est pas quelque chose de carré au point de dire c'est ça ou rien. C'est des éléments qui vont me dire, bah oui, apportez-moi des preuves que ce que vous me dites est bien vrai. D'accord? Donc tout ça va être dans le dossier. Ensuite, pareil, j'ai presque envie de dire, pour nous Français, rien, enfin, on est plutôt encore une fois dans quelque chose qu'on connaît un petit peu quand même. Là, la phase 3 qui est l'évaluation et la vérification des compétences en lien avec le référentiel. Et à partir de ce moment-là, la personne, elle va me donner la preuve. Donc, la structurabilité, elle va vérifier que c'est valable, que c'est fiable, que c'est pas. Elle va s'assurer effectivement que je n'ai pas mis un élément de preuve qui n'est pas en lien avec la compétence que je voudrais faire valider. Donc, il va y avoir un travail de l'organisme certificateur habilité à vérifier tout ça. Le référentiel compétences. Le référentiel, celui que l'on a essayé, encore une fois, sur la phase expérimentale, sur les 6 compétences, parce que, effectivement, encore une fois, on est sur de l'expérimentation. Donc, il ne sert à rien de partir sur toutes les compétences possibles de la Terre. Autant vérifier que ça marche déjà sur les 6. Quelles sont les difficultés ou pas que l'on a sur les 6, de manière à les corriger, puisque, souvenez-vous, l'objectif quand même, c'est celui de faire en sorte que ça fonctionne, mais que ça fonctionne dans le temps. C'est-à-dire pas qu'en 2025, le projet européen, ça se termine en 2027-2028, ciao, bye bye, 2029, on oublie tout. Non. L'idée, c'est bien que ça fonctionne maintenant, et demain, et tout le temps. D'où la nécessité, à un moment donné, que le niveau, qu'on change de niveau, je veux dire, et qu'à un moment donné, on puisse dire, bah oui, que l'on soit en France ou en Italie, ça marche parce que nos systèmes législatifs l'autorisent. Bon, bah, ça reste, sinon, on n'aura pas ce partage transfrontalier que nous cherchons à avoir. On aura fait le partage des compétences, on ne pourra pas aller au-delà parce qu'on nous dira, ben non, votre open badge, je ne marche pas. Nous, on ne le reconnaît pas en France, nous, on ne le reconnaît pas en Italie. Vous voyez le 4e point, je crois, qui était l'importance de faire en sorte qu'à un moment donné, nos législateurs s'en saisissent. Alors, pas forcément en faisant une loi, c'est pas ça qui est recherché. Mais en tout cas, on puisse dire, ben oui, c'est valable et c'est reconnu par l'employeur. C'est tout ça qui est important. C'est-à-dire que quand je vais montrer mon attestation, qui ne sera pas forcément un diplôme, en tout cas, peut-être pas. Mais quand je vais montrer ma certification, ben, l'employeur va dire, ben oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui ce qu'on appelle les open badges. Vous avez effectivement, c'est reconnu mondialement. Et où là, vous avez, voilà, quelqu'un vous dit, bah oui, finalement, une compétence, et c'est quelqu'un qui l'a certifié. Et avec ça, je vais chez mon employeur et je peux même l'ajouter à mon CV si je le demande un emploi, qui est en phase de reconversion. D'accord? Et a priori, on s'orienterait plutôt vers quelque chose qui serait sur des qui permettrait dans certains métiers où on sait que parfois, par exemple, si je prends la restauration, où souvent les jeunes, ils vont apprendre sur le tas finalement, ils n'ont pas forcément le diplôme. Là, non, ils vont pouvoir mais par exemple, acquérir des compétences et les rendre c'est ça. Typiquement, la personne, elle a travaillé 4 saisons, va m'apporter 4 attestations de ses employeurs, peut-être même des certificats de moralité, parce qu'il peut tout demander. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est employeur, on va envoyer un certificat, je certifie que M. X a travaillé. Ça doit, juridiquement, ça va faire. Après, si je veux, moi, faire une lettre de reconnaissance, je peux mettre, effectivement, j'ai employé Stéphanie pendant les 4 saisons, elle est au top, elle a toujours été ponctuelle, elle est serviable, c'est tout ce que j'attends de quelqu'un, d'une serveuse, enfin, peu importe.
je peux le rajouter. Donc, il faut aller trouver mon ancien employeur en disant, regardez, j'aimerais bien, est-ce que vous pourriez, en plus de votre participation, me faire, j'ai été filmé, par exemple, eh bien, je vais montrer mon film. Tous ces éléments-là vont être des éléments de preuve que l'organisme habilitaire va vérifier si c'est vrai. Sur la base de tout ça, il va lui faire le lien avec le degré de maîtrise de la compétence détenue, les fameux éléments qu'on a vus tout à l'heure, niveau 1, 2, 3, 4, rares, fréquents, etc. Et il va voir où ça se situe. Il va travailler la corrélation. Et effectivement, plus l'écart sera faible, plus on peut penser que la personne est faite pour le poste, ou en tout état de cause, parce que c'est pas l'organisme habilité qui va, mais en tout cas, il va apporter suffisamment de garanties pour donner à cette personne quelque chose qu'on va appeler open back, qui, lui, est reconnu par nous. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, que tout le travail de reconnaissance va être fait par cette entité habilitée, qui va délivrer quelque chose, et c'est ce quelque chose qui va être l'équivalent de notre diplôme français, qui quelquefois n'est pas reconnu à l'étranger et inversement, et qui lui va être, en tout cas de manière transfrontalière, reconnu. Donc ces entités habilitées, pour l'instant, on sait déjà. Oui, ça va être forcément, du point de vue France Travail, ça va être tous les organismes qui sont en lien avec cet organisme de formation, parce que quelquefois, vous êtes obligés, les organismes de formation sont obligés d'évaluer certains des actifs des stagiaires pour voir s'ils sont en capacité de répondre au référentiel de formation. En tout cas, ça va être forcément des structures qui sont en lien avec le monde du travail, le monde de l'emploi, le monde des compétences. Alors, je pense que c'est là, je peux pas. Du coup, c'est d'accord. Je pense que c'est nous qui avons les habilités en lien avec effectivement qui ils sont. C'est-à-dire, effectivement, si demain j'ai quelqu'un qui n'a rien à voir avec, enfin, mais n'a rien à voir avec l'emploi, on va pas l'habiliter. On va, la personne qui va être habilitée est une personne qui a en interne les compétences, les ressources et l'expérience. Déjà, ça fait ça. Donc, déjà, ça sera nous. Et bien évidemment, fort logiquement, les partenaires qui ont été invités pour leur présenter le projet de manière à ce qu'éventuellement après, ils puissent être amenés à les prendre. Non, parce que France Travail, tout ça, ça fait partie de leur mission, service public, mais l'organisme de formation qui le ferait, bon, lui, j'imagine que par contre, ce serait une payante. Je pense pas qu'on est sur ce niveau-là. Pour une fois, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce soit ouvert à tous. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire en sorte que le maximum de personnes puissent jouer la carte de la mobilité. À partir du moment où je demande à ce que ce soit payant, je risque de passer à côté de candidats qui veulent aller reconnaître leurs compétences et qui, malheureusement, ne pourront pas parce que, malheureusement, ils n'ont pas la capacité à payer, tout simplement. Donc, pour moi, on est sur un système largement ouvert à tous. Si sélection, entre guillemets, il doit y avoir, ça ne va pas être la sélection de l'argent, mais la sélection de la compétence. Il faut que la personne puisse avoir apporté les preuves de sa capacité à répondre à tel ou tel besoin. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'ensemble du dispositif que nous, on appelle un système de preuve partagée, pour nous, Français, ça nous parle sans doute un peu parce qu'on est plutôt assez proche de ce qui relevait de la VAE. Alors, je souhaite juste que ce système-là ait plus de succès que l'a eu la VAE pour nous en France, malgré toutes les nouvelles moutures qui ont pu être faites, y compris la dernière,
c'est quelque chose qui n'a pas vraiment démarré à la hauteur de ce que l'on espérait pour valider là une qualification d'un diplôme. Mais parce que les dossiers, ils étaient quand même assez lourds, voilà, et que les personnes avaient besoin d'être accompagnées. Voilà. Alors, effectivement, c'est vrai que si nous qui pouvons le faire, faisons la comparaison, tu fais bien Stéphanie de t'en parler, c'est qu'effectivement, on voit que là, mais de mon point de vue, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple. Parce que dans la VAE, tu avais le premier dossier et le deuxième dossier. Alors déjà, tu as les squatines. Après, tu as les squatines et le deuxième, et puis dans le deuxième, petit A, petit B, etc. Alors que là, il n'y a pas de petit 1, petit 2. Il y a un questionnaire, soit un entretien. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans la relation, on pose des questions de réponse, c'est plus facile, je cherche des mots, etc. C'est plus simple que d'avoir à rédiger. Bien évidemment, à un moment donné, il va falloir quand même déposer un dossier, donc il va y avoir certainement quelque chose à rédiger, mais ce système-là, certes, dans sa structure, dans son architecture, ressemble à ce que nous, on connaît de la VAE, mais j'ai envie de dire, on connaît aussi dans une formule peut-être un petit peu plus simple. Et c'est peut-être, j'espère, ce qui fera une forme de son succès. Que nous n'avons pas connu avec, malheureusement, la VAE. Avec l'expérience, l'année d'ancienne, enfin, le nombre d'ancienneté requis, etc. Alors que là, il n'y a pas d'année. Vous avez 1 an, vous en avez 3, les 6 mois, pour connaître une expérience. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'étais volontaire au JO de Paris 2024. J'ai fait effectivement ma sélection pour pouvoir, etc. Quand j'ai été retenue, j'ai fait volontaire à Paris. Et bien, à la fin, j'ai eu l'agréable surprise, je ne connaissais pas, d'avoir l'Open Belge. Donc, effectivement, et c'était bien écrit, voilà, vous pouvez intégrer votre Open Belge dans votre CV parmi les volontaires mondiaux. Hein, il y avait des gens qui n'en avaient pas besoin, parce que c'est mon cas, et puis j'avais des jeunes de 18, de 19 ans qui, eux, pouvaient être à la recherche d'emploi, bien qu'ils étaient en train de chercher, qui étaient étudiants, mais qui néanmoins pouvaient trouver intéressant d'avoir cet Open Belge à démontrer dans un stage ou bien pour un premier emploi. Et effectivement, vous intégrez, vous voyez bien, c'était sur les compétences d'accueil. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Et on va sans doute s'orienter plutôt vers un système. Je pense qu'on va plutôt s'orienter vers le système de l'école. Déjà. Donc, encore une fois, pourquoi, enfin, point de vue, ça n'engage que moi, pourquoi inventer de nouvelles choses alors qu'il y a quelque chose qui est déjà et qui a été validé? Parce qu'en fait, l'Open Badge, moi, je l'ai reçu. Mais la volontaire de Paris l'a reçu, de Tokyo l'a reçu, des États-Unis l'a reçu, l'Italie l'a reçu. On l'a tous reçu. Donc, ça marche. Ça marche. Et la durée et le temps que ça. On n'a pas encore, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas encore tranché. On était plus sur la phase de construction. Enfin, ils étaient, encore une fois, moi je dis oui, pas un projet, hein, donc, en tout cas la construction, il nous a été présenté, on a un peu apporté quelques réflexions, comme vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la première étape de vous le présenter et effectivement de nous dire d'avoir, c'est la dernière slide que je n'ai pas encore mise, eh bien, quelles sont vos réactions avec effectivement la durée, la limite, hein, si je... Oui, voilà. Les questions. Oui, comment on devient habilitateur? Certificateur, c'était le nom pour la VAE, là, on pense. Durée de la c'est un peu différent parce qu'on n'a pas un certificat, enfin, on n'a pas un diplôme. C'est ça. En tout cas, voilà, c'est pas le but. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans une démarche du diplôme parce que voilà, je pense. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ce système-là, mais je pense que s'il fallait un diplôme, nous, en tout cas en France, ça serait obligé de passer par toutes les procédures d'habilitation. Là, on est dans la VAE. Voilà. Et là, ça fait beaucoup plus compliqué. Voilà, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit valable, mais fiable, valable, mais fiable, que l'on soit autour du concours méditerranéen. C'est ça. Après, ça s'appelle diplôme. On ne cherche pas un diplôme style éducation nationale, RNCP ou autre.
On n'est pas sur ces niveaux-là. On est plutôt sur quelque chose, mais qui soit quand même suffisamment fiable, c'est pour ça que j'insiste, pour que ça puisse donner confiance à quelqu'un qui va dire, bah oui, pourquoi pas. Parce que on le dit quand même, c'est mieux, et du coup, Mais franchement, enfin, moi je trouve que c'est super intéressant parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont une expérience professionnelle et qui avancent sur le tas, hein, sans passer par un diplôme. Et donc pour eux, alors aujourd'hui, à part le CV, les expériences qu'ils ont sur leur CV, et puis de le montrer, voilà, il n'y a pas vraiment pas quelque chose. voilà. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce système, c'est que vous avez une personne qui est neutre, qui est extérieure et qui est neutre. C'est-à-dire que c'est pas l'employeur qui doit me certifier. Par contre, l'employeur, il peut me dire oui, avec le temps pour contrôler alors. Oui, bah, ça. Ah oui. Mais par contre, c'est une structure qui est habilitée, comme on a dit, et qui normalement ne vous connaît pas. Donc c'est pas le copinage. Ouais. C'est pas le copinage. Comme ne l'était pas la VAE. La VAE, là aussi, il y avait un jury. Donc c'était pouvoir mobiliser plusieurs personnes en lien. Donc j'ai presque envie de dire quelque part, on a allégé tout en gardant l'efficacité et la fiabilité en s'inspirant peut-être des points négatifs qui étaient remontés de la VAE pour en faire profiter nos partenaires méditerranéens, enfin, notamment italiens, qui pour certains d'entre eux ne connaissaient pas. Donc c'était positif pour nous et quoi. Après, tu vois, dans les preuves, enfin, après, plus comment enfin, bon, sera connu et plus les gens ils feront peut-être attention à justement récupérer des preuves tout au long de leur vie professionnelle. Parce que tu vois, tu parlais de leur film, de photos et tout. Voilà. On ne le fait pas. On ne le fait pas, tu vois. Et pourtant. Et effectivement, on est bien embêté quelquefois. Là, je parle de la VAE. Quand on monte un dossier et qu'on te demande une preuve, quelquefois on dit voilà, mais oui, mais je ne l'ai pas gardé. Ah, mais oui, mais j'avais fait ça. Oh, mais je l'ai fait. Et alors moi, j'ai connu, parce que moi, j'ai accompagné une seule fois une personne qui avait fait pour une VAE. J'ai accompagné sur les 2 dossiers. Et c'est pour ça que je pense à elle, parce qu'effectivement, la chance qu'elle avait eue, elle avait quitté son employeur en de très bon terme. Elle voulait, c'était important pour elle, reconnaître, enfin faire valider ses compétences malgré le fait qu'elle avait un problème de vue qui malheureusement allait l'entraîner vers une cécité, mais elle voulait quand même, c'était extrêmement important pour elle. Son employeur l'avait encouragée à le faire, donc elle était venue, etc. Et ce qui était, je trouvais super, c'est que comme elle avait quitté son employeur en de terme, quand on travaillait ensemble sur les preuves, je lui ai regardé ça, elle me dit oui, mais moi, je sais, parce qu'en fait, ce qui était quelquefois compliqué dans la VAE, c'est que vous poussiez les gens à aller chercher des infos qu'ils avaient oubliées quelquefois. Oui, c'est ça. Et même à l'extérieur de leur vie professionnelle. Voilà, voilà. Et donc, du coup, je dis, mais si vous avez. Et alors, elle me dit, oui, mais j'ai pas pris. Et je lui disais, mais est-ce que vous pourriez pas. Et en fait, comme elle s'était quittée au très bon terme, l'employeur les avait gardés. Et donc, il lui a donné. Enfin, elle a fait des photocopies. Mais elle aurait été avec un employeur avec qui ça ne se serait pas bien passé, son dossier aurait été bien moins fourni que ce qu'il l'a été parce qu'elle est partie en bon terme avec son employeur. Donc, effectivement, quelquefois, on pense pas. Et en plus, on n'y pense pas parce qu'on n'est pas là-dedans. Je pense surtout, tu vois, à certains métiers, quoi, où c'est de l'opérationnel, donc tu fais, bien dans le bâtiment et tout, mais comment tu fais pour ça, montrer que tu sais bâtir un mur, Voilà, n'importe quoi. Là, voilà. Aussi, quand tu vas faire les photos, la photo, mais encore faut-il que on voit que c'est voilà. Mais la photo, peut-être une. Je pense, par exemple, quand vous êtes dans le design, voilà. Quand vous cherchez le design, oui. Quelle meilleure preuve que vous Ben avez apportée. Vous avez le diplôme, mais vous venez avec votre Facebook. Bien sûr. Là, donc, alors, effectivement, j'ai aucune preuve que c'est Natalia qui l'a fait. La preuve. Mais n'empêche que j'arrive avec le document. Et c'est moi le recruteur qui vais vous poser des questions, parce que moi, je suis compétente, puisque je suis le recruteur de ce domaine-là. Je suis compétente pour voir, quand je vais vous poser quelques questions, si vous savez me répondre, il y a des chances que ce soit vous, vous avez fait en tout état de cause, vous y connaissez suffisamment pour répondre de manière juste aux questions que je vous pose. Si au contraire, vous ne l'avez pas fait parce que vous l'avez piqué ou de
eh bien, ça ne marchera pas parce qu'à 3, vous ne répondrez pas. Vous me direz, il y a quelque chose de louche. Donc, le risque existe. Mais effectivement, si vous avez quelqu'un qui recrute et qui sait recruter, eh bien, c'est beaucoup plus risqué que d'arriver en sachant que c'est vous qui l'avez fait, quoi. Mais les organismes qui habilitent vont vérifier ça aussi. Ils vont posant vérifier. des questions et tout ça. C'est pour ça qu'en fait, n'importe qui ne va pas habiliter. C'est-à-dire, Oui, voilà, effectivement, voilà. vous voyez, après, actuellement, on va vous dire comment on va habiliter, comment on va vérifier que la photo, c'est bien une photo, ça. Mais encore une fois, quand vous êtes accusé de quelque chose, je pense à la preuve. Quand vous êtes accusé de quelque chose, c'est pas une seule preuve, sauf si elle est monstrueuse, mais c'est souvent un ensemble de preuves qui, les uns avec les autres, vont donner du sens et vont dire oui, finalement, cette personne est innocente, au contraire, elle n'est pas. On est un peu dans cette logique-là. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs preuves qui sont fiables, eh bien, je vais me dire oui, c'est son copain qui doit prêter, il en a quand même 9 ou 10, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on va pas regarder une preuve. Si la personne m'amène une seule preuve, c'est d'être un peu compliqué. Je vais dire, mais alors on n'a pas encore dit il en faut 5, il en faut 10, il en faut 15. Pour l'instant, parce que ça pourrait être une question. Combien de temps, combien de preuves, est-ce qu'il faut chacune? On est plutôt sur un système ouvert. Et moi, je dirais, attention effectivement à ne pas reproduire, nous qui avons cette antériorité-là, une sorte d'usine à gaz qui a fait que les gens se sont fait parler parce que ça va faire trop long, trop dur, essayons de faire quand même quelque chose de relativement souple, intelligent, parce que le but, c'est pas de certifier pour certifier, parce que le but, c'est pas de favoriser de la mobilité pour que la personne aille avec tout ce que ça nécessite en termes de déplacement, de coûts, etc., pour revenir 2 jours après. Maintenant, on ne fait pas l'affaire. Mais par contre, un employeur, il va attendre plusieurs compétences. Oui. Ça veut dire que pour chaque compétence, alors peut-être qu'il va en désigner certaines, parce que s'il faut donner la preuve qu'on a toutes les mais c'est là où ça peut être intéressant, c'est de faire le lien avec le système qui disait quelles sont les compétences. Voilà, tu vas regarder juste. Est-ce que je vais plutôt avoir besoin? Si j'ai besoin d'un niveau 1, mais que j'en ai 3 compétences, je suis plutôt sur le niveau 4, ben, je vais plutôt m'attacher à demander le niveau 4, plutôt que le niveau 1. Et au contraire, et si en plus c'est le niveau 4 qui est fortement attendu dans l'emploi, vous savez, les rares fréquents, ben, c'est vraiment celui-là que je vais. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que nous, le dispositif, enfin, nous tous ensemble, on le connaît. Donc on sait ce qui est attendu. Donc en fonction de ce qui est attendu, on peut aussi regarder qu'est-ce qui doit être recherché. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que l'individu, il ne va pas aller chercher des preuves pour chaque compétence qui sont demandées. Et surtout, on est vraiment sur l'expérimentation où on ne peut travailler que sur les 6 compétences. Peut-être que dans 2 ans, on élargira ces 6 à 10. Peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à, sur l'ensemble du référentiel, X compétences qui sont issues de nos 3 référentiels, on arrivera peut-être à une corrélation de 80%. Voilà. Et en tout état de cause aujourd'hui, on est encore une fois sur de l'expérimentation. Donc du coup, on ne va pas rechercher toutes les compétences. Et du coup, de façon opérationnelle, vous allez laisser les camps. Alors il faut qu'on essaie. Alors on a été sur, il y a eu une première présentation au niveau du comité de pilotage, et là on est dans la deuxième phase, qui est ce qu'on appelle les séminaires territoriaux. Chaque partenaire de région a présenté à ses partenaires de région, de manière à ce qu'effectivement on puisse voir quels sont vos échanges, est-ce que vous en pensez compliqué, etc. Pour qu'ensuite on va faire remonter et ensuite on va commencer. Parce qu'en fait, les projets européens, c'est des dates, avec des échéances, c'est bien prévu, ces échéances-là, je ne sais pas en tête, une fois, je ne suis pas là, je n'ai pas encore le temps de prendre en compte toute la vision jusqu'au bout du projet. Et effectivement, à un moment donné, de toute façon, on va être bloqué par les objectifs
qu'on nous a assignées, quand on a validé, on a dit banco, j'ai pas. Donc là, Mais là, par contre, il va falloir que tu refasses un tour, hein, parce que s'il manque France Travail, sur local. Oui, après, là, voilà, ça, je dirais, c'est la présentation qui nous est demandée officiellement dans le cadre des séminaires territoriaux. Bien évidemment, après, ça, voilà, je filme, j'ai les feuilles de présence, j'envoie. Après, bien évidemment, mission locale, je vais les rencontrer, je vais faire ce que je viens de faire là, je le referai dans un deuxième temps, de manière à ce qu'eux aussi aient l'outil qui, comme vous, même si encore une fois, je pense que pour eux, encore plus que pour nous, la logique, c'est quelque chose qu'ils ont bien intégré. C'est pour ça qu'on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, en tout cas pour nous, Français, ce qui n'est pas forcément le cas pour des partenaires italiens. Non, tu as raison, d'autant qu'en plus, avec le Rhum, là, on descend vraiment sur des niveaux clés de compétences. Voilà. Par contre, ce qui a été compliqué, et là où je n'ai pas participé, c'est sur le matching des compétences, le système de preuve. Ce qu'a fait l'AFTA avec nos amis italiens, ça a été, je pense, techniquement plus compliqué. C'est pour ça que, si je ne m'abuse, la personne qui est à l'AFTA de Nice est un ingénieur en formation. Donc, c'est quelque chose que moi, je pense, j'aurais eu du mal à faire parce que ce n'est pas mon métier. Parce qu'encore une fois, lui, il est sur tout ce qui relève des référentiels, donc tout ce qui est de la construction. Donc ça, je pense que c'était trop. Ils vont faire sur. Alors, pour l'instant, on est sur l'expérimentation. On va voir comment ça réagit. Est-ce que finalement, on se rend compte que ça ne prend pas? Parce que nous, on peut faire, c'est comme pour la BE, on peut faire un bel outil, on peut être content. Si finalement, on ne trouve pas notre public, et il faut qu'on trouve notre public. Maintenant, après, il va y avoir effectivement, là, on est sur comment on met en œuvre. Après, il y a comment on communique. On fait adhérer. Parce que ça existe, enfin, ça existait, alors ça s'appelait comment, le passeport compétence, Oui. le livret compétence, Oui, il y a passeport. pas mal de choses, mais voilà. Mais il faut regarder, tout est. Après, on est toujours sur des dispositifs internes à chaque étape. Oui, non, tout à fait. Et après, il faut bien. C'était toute la difficulté et l'intérêt du travail que fait nos deux partenaires, à la fois PACA et de mettre en harmonie tout ça. Parce que, encore comme une table de passage, en fait. Voilà. Et il faut les correspondances. Parce qu'encore une fois, vous l'avez vu, il y avait eu trois fameux référentiels et on était sur des silos. C'est pour ça que le tableau, vous voyez bien, c'était des colonnes. Et puis après, non, finalement, on se rend compte que jusque-là, on est sur le colonne et puis après, non, on est sur des lignes. C'est là où on commence à travailler sur la transversalité et les points communs. Oui, les outils, il en existe, comme chez vous, comme en Italie. Après, on ne connaît pas comment ça s'appelle. Ils en ont, c'est sûr. Comme nous, on en a. Le but, après, c'est de dire comment est-ce que je peux faire reconnaître pour pouvoir faciliter cette mobilité, pour avoir un maximum de garanties. Même si on sait qu'en matière de recrutement, on n'est jamais sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, logiquement, nous, donc, on va avoir de nouvelles réunions avec les référents transfrontaliers et on reposera certaines questions parce que je pense que dans les autres territoires, à l'équivalent de ce que moi je fais, ils ont sans doute aussi des remontées, voire peut-être même des remontées critiques en termes de difficultés. Auquel cas, peut-être que cet outil-là va être un petit peu remodifié, la procédure sera on est sur une présentation, on attendait les remontées, et après, on va passer dans la phase mise en œuvre, opérationnalité. On va démarrer là, puisque je crois qu'on avait à faire les présentations avant fin mars. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va enclencher la deuxième phase pendant ce peu. Oui, je pense. Pas le timing en tête. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement, du coup.